Salut! Vous êtes sportif d'endurance ou vous faites du sport d'intensité élevée depuis de nombreuses années? Vous aimeriez savoir si ça peut avoir un impact sur votre cœur? J'ai les réponses, je pense, dans cette vidéo. Une chose est sûre, c'est qu'en 2025, les données montrent que l'activité physique a un impact significatif sur plus de 35 maladies. Diabète de type 2, sur les déclins cognitifs, sur certains cancers et sur les maladies cardiovasculaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est démontré que même l'activité physique modérée, juste un petit peu, a des activités intéressantes sur le risque de mortalité. Si vous voyez bien ici, on a en ordonnée le taux de mortalité, puis en abscisse les MET heures par semaine. Donc je vous explique qu'est-ce que les MET. Le MET, en fait, c'est l'équivalent métabolique. En fait, ça représente votre activité métabolique au repos. Marcher, par exemple, ça provoque une dépense énergétique 3 à 4 fois plus que votre activité métabolique au repos. C'est pour ça qu'on va dire que vous allez avoir un MET 3-4. Courir, par exemple, ça représente 6 à 8 fois plus d'énergie que d'être au repos. Donc, ça va être MET 6 à 8. Ici, ce qu'on observe, en fait, la première barre que vous voyez qui monte jusqu'à 1, c'est les patients qui ne font pas d'activité physique. On a donc MET heures par semaine 0. Donc ça veut dire que ces patients-là, en fait, ont un risque de 100% de mortalité. Si vous prenez la deuxième barre, on observe que les personnes qui font entre 0 et 7,5 MET par semaine ont une diminution de 20% de mortalité. Ça, c'est ce qui est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Le 0 à 7,5 MET/heure par semaine, ça représente 150 minutes modérées d'activité physique par semaine ou encore 75 minutes vigoureuses d'activité physique par semaine. Mais c'est en deçà de ce qu'on peut atteindre si vous regardez bien. Si on augmente seulement de 2 à 4 fois les quantités recommandées, donc on arrive en fait dans la petite barre qui se situe à 22,5 40 MET par semaine, en fait, ça équivaut à faire environ 450 minutes d'activité modérée, à peu près 200 minutes d'activité vigoureuse par semaine. Concrètement, là, pour vous aider, c'est 1 heure de marche par jour ou 30 minutes de course par jour. On est donc dans la colonne 22,5, 40 MET par semaine. On observe une diminution, attention, de 40% de votre mortalité. C'est incroyable. Par contre, on voit aussi que quand on dépasse ce seuil, donc plus que de 30 minutes d'activité intense par jour, tous les jours, on a une augmentation à nouveau de la mortalité. Donc, il y a vraiment une limite. Et c'est là qu'on se pose la question, est-ce qu'il y aurait une limite dans la santé quand on fait du sport? À partir de quand ça pourrait devenir néfaste? Parce qu'on voit que quand on augmente 10 fois ce que recommande l'Organisation mondiale de la santé, donc quand on arrive en fait à la petite barre supérieure à 75 MET par semaine, on voit que le risque de mortalité réaugmente et on est de nouveau à 30% seulement. Donc, on augmente encore 10 fois nos risques de mortalité par rapport à la quantité parfaite, en fait, comme je vous disais, qui est de 22,5, donc 30 minutes d'activité vigoureuse par jour ou 1 heure d'activité physique modérée par jour. L'impact de l'activité physique intensive sur une longue période de temps est très mal connu chez les sportifs et surtout sur le plan cardiovasculaire. On sait que les Olympiens vivent en moyenne 3 ans de plus que les personnes moins actives. On sait aussi que les sports d'endurance apportent des modifications structurelles et électriques du cœur et dépendent pas mal de l'ethnie, du sexe, puis certains autres facteurs quand même. Avant de vous parler des 4 conditions justement cardiaques qui pourraient avoir une influence sur le coureur sportif, on va reprendre juste les bases du fonctionnement de notre cœur. Donc voici une petite vidéo pour réviser ça, pour être sûr qu'on part tous avec les mêmes connaissances. Donc sur cette vidéo, vous voyez du bleu puis du rouge. Le bleu, c'est ce qu'on appelle le côté droit du cœur, le rouge, le côté gauche. Ces deux côtés, en fait, sont composés en haut des oreillettes, puis en bas des ventricules. Et vous allez voir qu'il y a des valves qui s'ouvrent qui permettent de faire passer le sang des oreillettes aux ventricules. La façon que ça fonctionne, il y a un système électrique. Il y a une conduction qui part du premier nœud que vous voyez en haut, qu'on appelle le nœud sino-auriculaire, et un deuxième nœud, le nœud auriculo-ventriculaire.
ce sont là où partent les potentiels d'action qui vont ensuite passer le long des faisceaux de His que vous voyez qui permettent la contraction musculaire. Donc les valves s'ouvrent, le sang passe des oreillettes aux ventricules, puis après ça, les ventricules éjectent le cœur. Le bleu, ça va s'en aller dans les poumons et le rouge, ça va s'en aller dans la circulation sanguine. Donc si vous comprenez ça, on comprend donc qu'il y a un système électrique qui part des deux nœuds et un système justement qui provient des cardiomyocytes qu'on appelle, où il y a la contraction musculaire qui permet d'éjecter le sang par les ventricules. La première anomalie dont je veux vous parler, c'est la calcification des artères coronaires. Donc les artères coronaires sont les artères qui alimentent le muscle cardiaque. Celles-ci, quand elles sont bouchées, elles provoquent les infarctus du myocarde. Là, on parle de calcification, c'est-à-dire des dépôts de plaques d'athérosclérose. Vous connaissez là aussi chez les personnes en fait qui ont une hygiène de vie reprochable. Dans le cas des sportifs de haut niveau, ils ont remarqué que les sportifs ont 44% de plus de dépôts de calcium dans ces artères-là comparé aux personnes qui sont moins actives. Ce qui est important à savoir, c'est que ces dépôts-là de calcium sont relativement stables. Donc, comparé à l'athérosclérose chez les personnes dont l'hygiène de vie n'est pas parfaite, ces plaques-là ne se décollent pas puis ne seraient pas responsables d'accidents vasculaires cérébraux, mais restent toutefois à surveiller. Toutefois, pour les personnes qui se sont converties au sport assez tard dans leur vie, puis qui avaient des facteurs de risque de développer de l'athérosclérose, il faut être plus prudent, car l'accumulation des plaques, qui sont irréversibles, pourrait mener justement à des infarctus du myocarde. Le deuxième problème que l'on voit au niveau structurel, c'est une cardiomyopathie hypertrophique du ventricule gauche. Ça, c'est lorsque le ventricule gauche, donc sur notre cœur qu'on a vu tantôt, le côté rouge, le bas, donc le ventricule, un petit peu pointu, celui-ci s'hypertrophie. C'est-à-dire qu'on pense que notre cœur devient musclé, puis devient très bon et fort, alors que pas du tout. Ces cardiomyocytes-là, en fait, qui s'épaississent, ça n'aide pas du tout au fonctionnement du cœur. Donc, regardez sur le schéma. En fait, le muscle ne se relaxe pas bien pour pouvoir se remplir de sang. Et le problème, en fait, il devient beaucoup plus sévère quand le cœur bat rapidement parce qu'il a encore moins de temps pour se remplir. Ça fait que il va pomper, en fait, à chaque fois moins de sang. Et c'est là qu'on pourrait parler, en fait, d'insuffisance cardiaque. La valve mitrale, vous savez, la petite valve qui s'ouvre et qui se ferme entre l'oreillette et le ventricule du côté rouge du cœur, elle est incapable de se fermer normalement parce qu'en fait, le sang, il régurgite entre l'oreillette puis le ventricule, ce qui fait que ça fait comme des vomissements au niveau du cœur. Puis ça, quand on l'écoute en fait au stéthoscope, c'est ce qu'on appelle le fameux souffle au cœur. Donc, le fonctionnement n'est pas optimal. Cette hypertrophie ventriculaire-là, en fait, elle provoque ce qu'on appelle des extrasystoles ventriculaires, c'est-à-dire que le ventricule, il va se mettre à se contracter involontairement, même en fait, si le signal en fait venant du nœud sino-auriculo-ventriculaire est là, il ne l'écoute pas. Puis ça fait comme l'effet de palpitation, puis ça crée forcément en fait un mauvais fonctionnement de la contraction musculaire du muscle. Le troisième problème, c'est les fibrillations auriculaires. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, en fait, dans notre cœur, le côté bleu, on a le nœud sino-auriculo-ventriculaire qui envoie le premier potentiel d'action pour permettre la contraction myocardique. Et là, dans le cas de fibrillation, justement, ce nœud-là, il en fait qu'à sa tête, puis envoie des signaux électriques complètement dérégulés. Puis, on s'entend que la contraction ne peut pas se faire comme il faut. Finalement, le quatrième, c'est ce qu'on appelle la fibrose myocardique, surtout dans les sports de longue endurance. En fait, le cœur, quand il est fatigué, après un sport extrêmement long, il va en fait y avoir des dommages au niveau des cellules musculaires de notre corps. Puis ça, on les dose via les troponines ou les peptides natriurétiques de type B. Ceux-là, quand ils sont augmentés, souvent ils diminuent après 24 à 48 heures. Mais quand on fait beaucoup de sport, ce dommage-là, en fait, il persévère. Puis ça ne permet plus, en fait, aux cellules myocardiques de fonctionner comme il faut. La fibrose myocardique, elle est responsable de tachycardie ventriculaire. Comme tout à l'heure pour les extrasystoles, c'est une contraction involontaire du muscle cardiaque. Donc, j'en viens à la même conclusion, mauvais fonctionnement du cœur. Maintenant, tous ces problèmes-là sont asymptomatiques, que ce soit pour la calcification, la fibrillation auriculaire, l'hypertrophie ventriculaire ou alors la fibrose myocardique. Vous ne sentirez rien. Le seul moyen de savoir si vous avez
un problème cardiaque sous-jacent, c'est d'aller vérifier en faisant un ECG à l'effort ou une échographie. Ça vaut la peine, ça peut vous sauver la vie parce que vous allez voir dans ma vidéo prochaine, certaines morts subites chez les athlètes d'endurance auraient pu être évitées si on avait détecté ce genre de conditions-là sous-jacent. Donc prenez soin de vous, faites attention, la prévention, je pense que c'est la meilleure des médecines.